That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure bien évidemment à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Un nouvel épisode de Fait Croquer. Depuis un certain temps, je voulais discuter, dialoguer avec mon invité d'aujourd'hui, Thierry de Pincin, qui a cette particularité. On partage ce point commun, lui et moi, de venir de la presse écrite, fin critique de cinéma, qui a cette particularité de travailler en tout cas pour une revue de cinéma qui est sur Internet qui s'appelle On se fait un ciné. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et il travaille aussi une fois par mois, il collabore à un podcast audio qui s'appelle la Bobine Hurlante. Il y a une question que je pose très souvent, surtout dans l'émission Fait Croquer, c'est de connaître un peu, de savoir quelle est l'image marquante de mon invité. Ouais, des fois, tu vois, éventuellement, je pense que je peux. Je suis quand même, au final, même si ça semble pas forcément comme ça quand on me côtoie, t'as l'impression que j'ai les pieds bien à terre, mais je suis quand même pas mal dans ma bulle, à mater beaucoup de choses, à lire beaucoup de choses, à me renseigner, à tout le temps regarder des créateurs de contenu aussi. Et là, de suite, je pourrais penser à deux choses. Soit au personnage principal de Under the Silver Lake, qui est totalement dans son espèce de bulle, tu vois, perché, qui est constamment composé des éléments de pop culture qu'il adore. Et le plan où je dirais que c'est un peu une carte de mon cerveau qui s'éparpille dans tous les sens et qui sait jamais vers quoi se diriger, c'est un plan aussi assez récent qui vient de première année de Thomas Lilti, qui est ce plan magnifique, tu sais, zénithal, où on les voit tous les deux allongés dans une pièce avec tous les livres de médecine qu'ils sont censés lire pour pouvoir réussir leur première année, et on voit clairement qu'il y a beaucoup trop de travail à accomplir. Et ça, je me dis que c'est un petit peu ce qui me représente. Tu vois, d'un côté, les choses que j'essaie d'accomplir tout le temps, mais aussi l'immense travail qu'il reste et que je n'accomplirai sûrement jamais. Mais est-ce qu'il y a un film que tu aurais vu il y a longtemps de cela qui t'aurait peut-être marqué, soit à l'enfance ou l'adolescence, pendant l'adolescence, pardon? Oui, ça y en a. Le film que je cite souvent comme ce qui m'a lancé, on va dire, tu vois, dans le questionnement cinématographique, on va dire, plus qui m'a fait passer de l'état de consommateur assez aguerri et très cinéphage à ok, je me pose vraiment des questions sur ce que je viens de voir, et c'était assez jeune, c'est Roger Rabbit. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai mis, tu vois, en bannière, moi, sur mes réseaux. C'est parce que c'est la première fois où vraiment, tu vois, je regarde le truc et je me dis, c'est impossible ce que je suis en train de voir à l'écran, je ne comprends pas comment c'est fait. Et du coup, c'est le premier making-of que j'ai regardé. Et c'est là que je vois que j'ai réalisé l'envers du décor, que j'ai vu ce qui se passait, comment on faisait les choses, que des gens pouvaient dessiner sur une bobine, qu'on faisait plusieurs prises pour un plan, alors que dans ma tête, on filme et c'était fait, quoi. Et je pense qu'à partir de là, je me suis posé de nombreuses questions. J'ai commencé à retenir des noms, j'ai commencé à retenir des techniques, et ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, ouais, je veux vraiment découvrir ça et le partager. Parce que c'est ça. Et à partir de quand exactement tu as eu l'envie, après avoir vu un film, d'en discuter avec d'autres personnes? D'en discuter réellement avant de le faire vraiment très jeune. Ça a commencé, je pense, au lycée, où justement, tu sais, c'est le genre de moment où on commence à se constituer de vrais cercles d'amis. On quitte un peu l'adolescence collégienne où tu perds tous ces gens-là de vue, et on commence à plus choper des choses par rapport aux affinités. Et donc là, du coup, j'avais un groupe avec lequel j'allais régulièrement au cinéma et avec qui j'en parlais. Et c'était toujours la joie de se retrouver le lendemain pour discuter de ce dont on avait parlé la veille. Donc ouais, je dirais, tu vois, aux alentours de 15-16 ans, à l'entrée au lycée, quoi. Est-ce que tu as eu des passeurs autour de toi Des passeurs physiques, pas au début. Pas au début, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis par mes parents, même si ils ont eu l'avantage de toujours me laisser, laisser libre cours à ma curiosité. Donc toujours me laisser des petits budgets, hein, selon nos moyens, pour que je puisse acheter des films, pour que je puisse acheter des VHS, du coup, à l'époque. On avait un abonnement Canal+, qui est quand même pas mal, et j'avais le droit de regarder ce que je voulais, sans notion d'interdit, même d'âge ou quoi que ce soit. Donc du coup, je me dirigeais vers ce qui me faisait envie. Et après, si je dirais fin lycée, j'avais rencontré un gars qui était critique,
et qui était critique pour Première, qui m'a fait du coup entrer, tu vois, un peu dans le milieu, et qui lui vraiment était un érudit de cinéma assez prononcé, et qui du coup, c'était cet avantage il détestait tout ce que j'aimais parce qu'il s'y connaissait trop. Et moi, j'arrivais avec le dernier film que j'avais vu, et n'y connaissant pas encore immensément de choses, je trouvais ça merveilleux, et il me démontait argument par argument tout ce que lui considérait comme assez futile, et ça a affûté, je pense, ma pensée critique à partir de là aussi. Et est-ce que très vite, l'idée de vouloir écrire sur les films, c'était quelque chose pour toi qui est devenu une évidence assez rapidement? Non, c'était assez évident. Bah, déjà parce que même en général, même quand je parle pas de cinéma ou quoi que ce soit, j'écris beaucoup. J'ai toujours été très littéraire, donc même, tu vois, quand je suis en train de discuter avec des gens, tu m'écris juste une phrase, moi je t'écris un pavé. C'est comme ça. Et après, tu vois, dès l'instant qu'on avait eu les blogs, en fait, tu vois, j'avais un blog de musique et j'avais un blog de cinéma. Alors, évidemment, tu vois, quand je les regarde maintenant, et je ne donnerai pas les adresses, c'est pas ce que je disais n'était pas forcément glorieux, mais j'essayais toujours, tu vois, d'analyser, d'expliquer ce que je ressentais en écoutant un album, en voyant un film, et je donnais mes références, je donnais mes trucs, et j'avais toujours cette envie d'écrire des pages entières, justement, descriptives de tout ça, et c'est ce qui m'a aidé justement, hein, parce que initialement c'était juste un pote qui m'a appelé en me disant: «Écoute, je connais quelqu'un qui cherche des rédacteurs, est-ce que ça te tente de faire ça, quoi?» Et je me suis lancé comme ça. C'était en quelle année ça? J'avais 17 ans, donc c'était en 2004, du coup. En 2004. Et tu as travaillé directement sur un site internet Ouais. qui était une revue de cinéma, uniquement de cinéma, Non, ou non, ça c'était sur la musique. Ça, c'était sur la musique, donc on faisait pareil, critique d'album, critique de concert, interview. Et moi, du coup, il m'avait aussi conseillé de fonder un blog de critique qui était vraiment consacré à ça, que j'avais fait. Et j'avais, alors comme beaucoup de monde, on avait, tu sais, un espèce de groupe privé sur Facebook, mais où on écrivait des vraies critiques, en fait. Et on était 5-6 personnes, que des potes. Et l'idée, c'était vraiment de rédiger des vraies critiques, que d'ailleurs j'ai remaniées il n'y a pas si longtemps, certaines, enfin, que je trouvais encore potables, que j'avais remaniées pour le site. D'accord. Et à cette époque-là, quel était le genre de cinéma qui te sensibilisait davantage? Principalement, ce à quoi j'avais accès, tu vois, je viens d'une petite ville de campagne, donc du coup, on avait un petit complexe, hein, quand même, de 8 salles, ce qui est pas si mal, mais qui, avait quelques séances à réessayer, mais pas beaucoup. Et c'était surtout, tu vois, principalement, donc du gros cinéma français ou du gros cinéma américain. Donc au Mm. début, je me suis vraiment forgé à ça, tout ce que je pouvais voir dans ça, donc tu vois, le classique cinéma d'action américain des années 90, que j'ai bouffé comme pas possible, avant de me diriger vers d'autres choses quand je suis arrivé du coup à Bordeaux, et que j'ai eu accès justement à beaucoup plus de séances, beaucoup plus de choix, et que ça a forgé plus de choses, quoi. Et est-ce que tu lisais beaucoup aussi des critiques? Un peu, un peu. J'étais abonné à Ciné Live Mm. à l'époque, ce qui n'était pas fou, hein, mais bon, quand t'es en balbutiement dans ce genre de recherche, c'est assez sympa. Après, plus tard, j'avais eu Mad Movies. J'avais de temps en temps des cahiers, et je bouffais les téléramas qui étaient chez les amis des parents, tu vois, chez qui on allait, qui avaient ce genre de choses. Dès l'instant que je pouvais voir un truc qui parlait de cinéma, je chopais, je notais des noms sur des listings énormes, donc, certains qui sont encore en cours, hein, qu'au final, j'ai toujours pas découvert. Mais, Une question qui va certainement te faire rire. Aurais-tu une chaîne YouTube? non, Pourquoi? ça m'intéresse pas immensément. La question s'est posée. La question s'est posée au moment où on a fondé le podcast, alors pas la Bobine Hurlante, mais l'ancien podcast que nous avons arrêté en mai 2021, qui s'appelle Certains Lama Show. C'était un truc qui s'est établi. Et moi, je voulais faire une émission, et j'avais réfléchi au format YouTube, mais sans forcément être excessivement convaincu par ça. Et du coup, le pote avec qui j'ai fait ça m'a dit: «Bah, écoute, moi, je suis plutôt du podcast et ça m'intéresse». Je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai découvert ça, et j'ai plutôt adhéré au contenu, à ce que ça proposait. Donc du coup, j'ai abandonné YouTube dans l'idée. Après, je fais, au final, tu vois, déjà aujourd'hui, et dernièrement, j'ai fait pas mal de collaborations sur des chaînes YouTube, certaines qui sont pas encore sorties, et c'est le genre de choses qui seront, j'imagine, pas mal amenées à se reproduire. Tu veux dire, dans quelle position tu te trouves lorsque tu fais ces lives? Est-ce que tu as une certaine excitation? Ça t'intéresse beaucoup? Tu y trouves un partage, un dialogue? Tu as envie de continuer? Ça dépend. En fait, généralement, quand on m'invite, je fais quand même attention à qui m'invite. Bon, la plupart du temps, ça s'est passé avec des personnes que je connaissais. Il y a eu qu'une fois une collaboration que j'ai fait il y a pas très longtemps avec quelqu'un que tu connais peut-être, qui est Cinescope, Clem, du coup,
qui a demandé juste des interventions sur 2 films de Bong Joon-ho. Mais finalement, il Ouais. m'a demandé une intervention audio, en fait. Et c'est une chaîne qui est passionnante. Et lui, c'était le seul que je ne connaissais vraiment pas avant de me lancer. Et une autre personne aussi que tu connais, j'imagine, qui est Virgile de Souffleur de Coffret. Mhm. Lui, je ne le connaissais pas, mais il m'a été recommandé par la chaîne des deux côtés de l'écran, qui m'a dit: je le connais, il est super, tu vas bien t'entendre avec lui, et il veut faire des sujets de fond. Donc du coup, on s'est rencontrés, on a bien accroché, et effectivement, on a fait une vidéo qui devrait sortir peut-être dans les prochaines semaines, j'imagine. Mais au-delà de ça, tu vois, les gens avec qui j'ai collaboré étaient des gens que je connaissais. Donc certains par des biais qui étaient autres au final que le cinéma, qui était par exemple Gilles Melon, et qui pour l'instant, je pense que c'est celui avec lequel j'ai fait plus de collabs, mais lui, je le connaissais déjà d'un média musical dans lequel on a collaboré ensemble à quelques dates clés, même s'il est parti quasiment au moment où je suis arrivé, donc on s'était pas trop côtoyé là, mais ça s'est fait par la suite, et on a énormément échangé sur cinéma. On a fait notre première collaboration, ça faisait 1 an qu'on s'écrivait très régulièrement, qu'on s'envoyait des messages audio pour parler de cinéma, en fait, et ensuite on s'est dit, bon, faisons quelque chose. Et je l'avais déjà invité aussi dans le podcast. En fait, Clack, donc Certain Lamachou, m'a permis de me faire une énorme base de créateurs, en fait. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup fouiné, regardé beaucoup de chaînes, et sélectionné, entre grands guillemets, des personnes avec qui ça m'intéressait de collaborer. Bon, la condition était malheureusement qu'il fallait être présent physiquement sur Paris pour pouvoir assister à l'émission et venir enregistrer avec nous. Mais ça m'a permis justement de découvrir des créateurs avec lesquels justement j'ai eu des affinités certaines, et qui derrière m'ont réinvité par la suite dans leur contenu, quoi. Donc, il a fallu que tu cherches énormément de personnes qui puissent. Et La là, plupart j'imagine que soit viennent. Oui, oui, je t'en prie. Je dis, la plupart soit venaient directement des podcasts, donc à partir du moment où on s'inscrit dans des associations de podcasteurs pour discuter, en fait, tu découvres des gens avec qui tu as des profils intéressants, et c'est assez monnaie courante de s'inviter mutuellement dans nos émissions. Donc du coup, là, tu découvres. Après, tu as des profils qui des fois vont être passionnants et avec qui tu es super content de faire des émissions, d'autres qui seront moins à l'aise avec ce format-là. On a invité aussi des gens qui n'étaient pas des critiques ciné, donc qui peut juste voulaient en parler de manière plus amateuriste, et c'était très bien, mais tu sentais forcément qu'après, derrière, tu as moins envie d'aborder des thématiques plus profondes, ce qui n'est pas grave en soi. Et non, après, oui, voilà, moi, je dis, ensuite, il y a eu des collaborations demandées. Enfin, on a des Discord, tu vois, où justement, tu rencontres d'autres créateurs qui, derrière, te disent, je fais un live, est-ce que ça te tente de venir? Et ensuite, je regarde un peu ce que les gens font. Et si je vois qu'il y a matière à discuter, c'est surtout ce qui m'intéresse, en fait, là, je vais y aller. Tu parlais de critique de cinéma. Est-ce que tu considères que sur YouTube, il y a de la critique de cinéma? Oui, mais très peu. Alors après, je suis pas non plus un immense connaisseur. Je regarde quand même quelques chaînes, un petit panel de chaînes que je suis avec assiduité. Mais autant quand j'avais découvert le média YouTube, c'était donc l'ancienne génération, donc tout ce qui était, tu vois, Fossoyeur, Debache, ce genre de personnes, donc, qui m'avaient beaucoup intéressé à l'époque. Ensuite, j'ai vraiment lâché la critique YouTube pendant très longtemps. Déjà parce que j'ai mes projets qui me prennent beaucoup de temps, et se maintenir à jour sur tout ce qui est créé, c'est pas forcément simple. Et quand j'ai voulu refaire un tour d'horizon et que j'ai regardé, j'ai été assez peiné par ce que j'ai trouvé. Dans le sens où il y a énormément de chaînes et de contenus maintenant, et la majorité que j'ai trouvé, parce que j'ai pas tout fouillé, moi, m'a pas intéressé. Mais ça m'a permis quand même de décrocher une quinzaine de chaînes qui, elles, par contre, me passionnent, et que je considère, oui, effectivement, comme de la critique cinéma, voire des fois plus dans certains cadres. C'est-à-dire plus? Par exemple, là, je pense à... Qu'est-ce que je vais penser à quoi? Je pense à Vidéodrome et à Cinéma et Politique, où il y a un aspect, au-delà de la critique, il y a un aspect documentaire, en fait. On est dans quelque chose d'encore plus informel, et qui va s'affranchir des fois du format critique, et qui va proposer une véritable étude sur le cinéma. Voilà. Après, pour ce qui est de la critique, si, je trouve qu'il y en a, pas beaucoup, hein, mais des personnes, oui, qui s'arrêtent à autre chose que de l'avis sans spoil, qui est, je trouve, ma grosse némésis sur YouTube. Ça m'intéresse pas de regarder ça. Mais bon, après, pourquoi pas, si ça peut plaire à des personnes. Mais et qui vont essayer de témoigner des thématiques de fond, ou de vraiment parler de cinéma, oui, il y en a. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, que ce soit la majorité. Toi, tu as bien plus fouillé ça que moi, j'imagine. Oui, effectivement, au jour le jour. Tu savais que le CNC aidait des confrères et des consoeurs dans la chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu penses de ça, le fait qu'il y ait ce genre d'aide financière? Moi, je trouve que
C'est plutôt une bonne idée. Ça dépend après des conditions d'obtention. Ça pareil, je sais pas. Je savais que Judith de la chaîne Demoiselle d'horreur, donc du coup que je connais quand même plutôt bien, j'étais ravi quand elle l'a eu parce que je trouve sa chaîne vraiment intéressante. Après, je me suis pas toujours intéressé sur qui avait obtenu ce genre d'aide et je trouverais ça peut-être un petit peu dommage si. Après, une fois de plus, c'est pas à moi de juger, tu vois, mais si des créateurs de contenu qui sont ce que je considère comme du contenu pas terrible gagnaient ce genre de choses, ça m'attristerait un peu, mais pour l'instant, j'ai toujours eu l'impression que c'était plutôt bien. Mais après, enfin, il y a les aides au revenu cinéma aussi, bon, qui sont pas assez conséquentes, malheureusement, qui existent. C'est quand même une très bonne chose aussi. Ça permet quand même à pas mal de gens de proposer des contenus. Ça permet des compléments de revenus qui sont pas toujours dédaignables quand tu consacres beaucoup de temps, en tout cas, à ta chaîne et que tu fais du contenu qui est hors du je fais juste du fast cam. Après, pour l'instant, les gens, tu vois, que je côtoie, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, du coup, je pense à Jules Melon, tu vois, qui font du fast cam simple, même s'il lui fait de l'analyse, mais qui font du fast cam simple sans forcément travailler leur contenu visuel et essayer de proposer une émission à proprement parler, n'ont pas la prétention d'exiger ce genre d'aide. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un raccord dans le sens où le CNC fait attention et les gens qui demandent ce genre d'aide proposent un contenu qui a l'air assez travaillé la plupart du temps. Mais comme je te dis, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet. À partir de quelle période dans ta vie tu as commencé à travailler de manière régulière dans le milieu de la critique de cinéma? Alors, il y a eu un peu de presse écrite papier, mais c'était pas. Alors, même si c'est de la critique cinéma, hein, à proprement parler, c'est ce qu'on me demandait de faire, c'était pas dans une rédaction qui était spécialisée. Même si ça s'appelle Ciné Hebdo, mais c'est pas ciné, tu vois, comme le cinéma, c'était ciné comme avec un S, comme le dessinateur, tu sais, qui était débouté de Charlie Hebdo. Oui. Et qui, en gros, avec qui j'ai fait quelques piges. Et l'idée, c'était surtout de faire du média engagé. Donc, c'était surtout, voilà, si Stéphane Brisé avait fait des films à cette période-là, c'est clair que c'est ce que j'aurais chroniqué. Donc, c'était en mode, dès l'instant que j'avais un propos politique à donner dans un film, alors que j'étais pas assez calé, clairement pour ça. Mais voilà, si tu as une plume un peu revancharde, voilà, et que tu as envie de parler de politique via le cinéma, il fallait que je trouve des films engagés. Et ça, c'était intéressant. Et ça m'a permis surtout de découvrir pas mal de cinéma grâce à ça, parce que du coup, tu es obligé de fouiller et d'ouvrir beaucoup plus les onglets de recherche à partir de là. Après, de manière régulière, voilà, j'ai bossé pour ça, j'ai fait 2-3 piges à droite à gauche. Après, j'avais proposé à pas mal de revues de publier des critiques, ça s'était pas fait. Du coup, j'avais arrêté. J'ai arrêté sur les coups de 22-23 ans pour me consacrer vraiment à la musique, parce que là, la rédaction, tu vois, du webzine où j'étais, ça marchait plutôt bien. Et c'était beaucoup plus motivant, tu vois, de me dire, voilà, je viens de rentrer dans un truc, je fais des festivals, je fais des interviews, on sent que ça avance en fait. Après, j'ai pris la direction de ce webzine-là, j'étais rédacteur en chef. Ensuite, j'ai rejoint donc du coup la Grosse Radio, qui est quand même un énorme média. Donc là, forcément, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Je maintenais quand même une activité régulière, mais qui était par vague, tu sais, au moins sur Sens Critique, ne serait-ce que pour garder la main sur le fait d'écrire régulièrement. Et tu avais vraiment des périodes où pendant 3-4 mois, j'écrivais 4 articles par jour en mode je vais écrire sur tout ce que j'ai vu. Donc après, quand je les relis, je vois bien que certains étaient moins fouillés que d'autres parce que forcément, tu écris juste pour écrire et c'est moins intéressant. Après, j'avais des périodes où je me consacrais uniquement à la musique, donc j'arrêtais. Puis, j'ai eu une lassitude par rapport à ça. Et ensuite, du coup, le podcast s'est lancé. Donc là, j'ai eu des activités plus régulières parce que par contre, l'activité de spectateur cinéma, elle ne s'arrêtait jamais. Tu vois. Ça, c'est toujours été très régulier, très fort. Et du coup, voilà, par le podcast, on avait invité donc Margot Mackelberg, donc du webzine On se fait un ciné, du site On se fait un ciné, et du webzine aussi affilié. Et je lui ai proposé naturellement d'écrire des trucs pour elle. J'ai rejoint la rédaction et on a fait un coup de neuf en fait là-dedans, parce que du coup, je lui ai proposé de devenir aussi relecteur et de m'occuper des publications. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas très rigoureux là-dessus, c'était très amateur, et d'un commun accord, quoi. Et donc, du coup, à partir de là, on a un peu plus professionnalisé la chose, et du coup, je me suis consacré vraiment à 100% à ça. Donc, depuis maintenant 2 ans et demi, c'est vraiment une activité très prononcée qui me prend beaucoup de temps et à laquelle je me consacre pleinement. Dans On se fait un ciné, quelle serait, selon toi, la ligne éditoriale de cette revue? Moi, ce que j'apprécie bien, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Dans le sens où, c'est vrai qu'initialement, moi, quand je suis arrivé dans le média, c'était très cinéma récent.
Tu vois, il faut absolument coller à l'actu. On essaye, sans forcément essayer de faire le buzz, mais tu as 5 films qui sortent au ciné, on va parler de ces 5-là. Et en fait, je pense que plus on a ouvert la rédaction à divers profils qui n'avaient pas forcément les mêmes affinités, qui aiment parler d'actualité, mais qui aiment aussi se centrer sur le patrimoine, et moi je fais partie de ces profils-là, ça a juste été une question en fait à la rédac chef, lui, j'aimerais bien parler de vieux films, et sa réponse a été évidemment que j'ai envie qu'on en parle, quoi. C'est juste, elle me disait, moi j'ai pas les armes pour ça, faisons-le. Et maintenant, du coup, elle aussi, elle commence à le faire, elle s'est beaucoup ouverte à ça. Enfin, on s'est tous nourris les uns les autres, et du coup, la ligne éditoriale, c'est juste vraiment parler cinéma comme on en a envie. En fait, il n'y a pas vraiment chacun a ses affinités. On discute un peu des films récents. On va pas parler de trucs qui font le buzz juste pour en parler, même si ça peut arriver des fois qu'on sorte d'un Marvel, qu'on soit un peu énervé, qu'on ait envie de faire un postulat sur pourquoi c'est pas si bien, et qu'on va le faire. Mais la plupart du temps, c'est ça. Si on sort d'un film, moi, si j'ai rien à écrire sur le moment, je me dis, allez, prochain film que je vois, j'écris dessus. Après, j'ai toujours des rétrospectives, j'ai toujours des trucs. Donc, ouais, il n'y a pas de ligne. Ce qui peut des fois rendre la chose un peu confuse, j'imagine. Mais l'idée, c'est que chacun se sente dans un espace libre de parler de ce qu'il veut. Et c'est toujours, on s'envoie des messages en disant, OK, mon prochain sujet, ça va être ça. Et sauf si ça a déjà été traité sur le site, on lui fait, OK, il n'y a pas de souci, quoi. Et on se tient au courant de ce qu'on fait mutuellement pour pas justement avoir de doublons. Et ça se passe très bien grâce à ça. Et ça fait qu'on propose, tu vois, si tu regardes sur une semaine, je pense, de publication, ça fait qu'on propose des choses toujours différentes. Et c'est varié, en fait. Tu sais pas vraiment ce que tu vas trouver le lendemain. Et ça, c'est ce qui m'importe. De me dire, au final, voilà, moi, c'est ce que j'aime aussi, tu vois, dans YouTube, c'est de me dire toujours, si je regarde une vidéo, j'ai pas envie que parce que tu as parlé de tel truc connu, le lendemain, tu me parles de sa suite. J'ai juste envie de me dire, tiens, ça va être quoi le prochain sujet? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, de me dire que les gens qui se connectent régulièrement sur notre site se disent, quel va être le sujet de demain? Alors évidemment, tu as toujours des récurrences quand il y a des rétrospectives en cours, où on sait qu'il va y avoir la suite qui va arriver, ou quand on fait un festival, où là forcément ça va être centré sur ce sujet-là parce qu'on est en train de le couvrir. Mais sinon, justement, on essaye d'être le plus varié possible et de traiter tous les genres, tous les styles. Et quels sont les retours d'ailleurs de ces gens, de ces lecteurs? Est-ce que vous en avez pas mal? Non. Le souci de la presse écrite, surtout maintenant sur Internet, j'ai l'impression que c'est la tendance inversée justement. Là, on voit beaucoup de commentaires sur plein de chaînes, et ça fait du bien d'avoir ça. Nous aussi sur la bobine, des fois, on n'en a pas beaucoup, mais quand on a, t'es galvanisé comme pas possible. On n'a pas immensément de retours. Et ce qui est agaçant, parce que quand on voit les chiffres statistiques qu'on regarde, on est lu. On est lu, il n'y a pas de souci, les articles fonctionnent, on est un site qui marche plutôt correctement. En tout cas, je ne sais pas trop sur quoi me baser, mais quand j'en discute avec des confrères ou des consoeurs, et qui me disent, voilà, nous, on fait à peu près tant de vues en général, je dis, ouais, on est soit dans la moyenne, soit légèrement au-dessus. C'est plutôt plaisant. Mais le manque d'interaction, même si moi, j'en demande, de l'interaction, font que, alors, on a toujours les copains, qui réagissent, ou les gens qu'on rencontre avec qui on a des interactions régulières. Moi, je suis un gros commenteur. J'aime beaucoup aller commenter les vidéos, les podcasts, les articles que j'écoute, parce que je trouve ça valorisant et que je me dis, j'aimerais bien des fois qu'on commente mon travail justement pour pouvoir le critiquer et pour pouvoir me donner des axes soit d'amélioration, soit d'appréciation. Donc en retour, je le fais en me disant, peut-être que la personne, quand elle va me lire, va m'en parler. Mais c'est vrai qu'il arrive des fois que je recroise quelqu'un 6 mois après et qu'il me fasse l'inventaire de tout ce que la personne a lu, écouté ou regardé, de moi. Et je me dis, putain, j'aurais bien aimé qu'on en parle sur le moment, ça aurait été passionnant. Surtout si tu as des choses moins positives que d'autres à dire, si tu as des axes à me donner, voilà. Donc ça, c'est un gros regret que j'ai. C'est constater, les statistiques qui fonctionnent bien, mais pas savoir si les gens ont juste lu, si les gens ont apprécié, si les gens n'ont pas aimé. C'est dommage. Par contre, je me jette sur les commentaires dès qu'il y en a. La bobine hurlante, est-ce que tu avais déjà fait de la radio avant cela? Non. À part l'autre podcast, non. Ouais. Et tu es entre l'écriture et ce travail de critique de cinéma à travers ce podcast, qu'est-ce qui est moins douloureux? C'est deux exercices assez différents qui ont différents challenges, quoi. Avec le podcast, en fait, le challenge auquel tu te heurtes, en tout cas, là, pour citer certains Lamacho, parce que c'est peut-être plus simple, c'était de l'improvisation. L'idée, c'est, on va voir un film, on sort le micro, on en parle dans les 5 minutes qui succèdent la séance.
Voilà, sauf quand on est en extérieur et qu'on doit trouver un lieu, tu vois, où on n'aura pas trop de bruit qui vont parasiter. Donc, auquel cas, tu as 20 minutes. Mais pendant ces 20 minutes, on se parle et on se parle d'autre chose. Donc, on n'a pas le temps de penser au film. Et l'idée, c'était surtout de se centrer sur le ressenti et de voir si, par la discussion, on arrivait à en tirer des choses. Ce qui n'était pas toujours le cas. Des fois, tu allais juste ressentir le côté, bah, tu es entre copains, tu viens de sortir du truc, tu en parles à chaud, voilà ce qui se passe. Avec la bobine, on a quelque chose d'assez différent parce que là, justement, on prépare nos épisodes à l'avance sans les écrire. Enfin, on a la personne qui va présenter, vu qu'on est 3 à faire ce podcast, donc les 3 présentent à tour de rôle selon les épisodes. Donc là, la personne qui écrit va évidemment écrire son conducteur. Des conducteurs qui vont être plus ou moins écrits si on a envie de faire de la scénarisation. Là, tu vois, sur le dernier là, qui est sorti, moi j'ai essayé de faire une scénarisation qui plus ou moins réussit selon l'appréciation, mais qui essaie de plonger dans une ambiance pour pouvoir faire ça. On le fait de temps en temps. Des fois, on va juste se maintenir sur un côté plus informel quand on va se centrer sur un artiste en faisant un peu sa biographie, expliquer son parcours. Mais ça, on l'écrit. Et ensuite, quand on va atteindre la critique pure, on a évidemment pris quelques notes. Ouais. Sur ce qu'on a ressenti, sur ce qui s'est passé, des anecdotes aussi qui peuvent aider à comprendre le film d'une certaine manière, mais on va être dans une forme d'improvisation et de discussion, surtout de lancer le débat, de dire ce qu'on a pensé, de pouvoir rebondir sur ce que les autres ont dit et de se nourrir mutuellement en trouvant des choses intéressantes dans ce que les autres ont dit. Du coup, c'est pas le même exercice que toi tout seul devant ta page où tu dois réfléchir à ce que tu fais, surtout que moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai décidé d'écrire sur quelque chose, je me refuse à regarder la moindre critique avant d'avoir écrit la mienne. Voilà, je veux pas être influencé d'une quelconque manière, donc je vais écrire mon papier, je vais le mettre en publication et ensuite, je vais regarder ce qui a été fait autour, ce que les autres ont écrit et venir discuter avec eux. En me disant: «Tant pis, s'il y a un élément, que j'aurais bien aimé aborder et que je l'ai découvert, en discutant avec quelqu'un, tant pis pour moi, quoi». Et ce sera peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres cadres, mais la critique est faite et comme ça, la pensée est dévoilée là, si tu veux, sans qu'elle ait été parasitée par d'autres cadres. Là où justement dans le podcast, dans les 2 podcasts en l'occurrence, c'était vraiment de la discussion donc au moment où c'est à toi de parler, si tu es le premier, évidemment, c'est toi qui vas donner la pensée initiale qui va être acceptée ou refusée par les autres personnes qui participent et qu'ensuite on décline et qu'on agrémente. Est-ce que le dialogue avec la critique, avec d'autres personnes en tout cas qui questionnent le cinéma, est-ce que tu le retrouves plus souvent lorsque tu fais des lives ou lorsque tu fais des collaborations sur YouTube ou lorsque tu endosses le costume de quelqu'un qui travaille pour un site, en l'occurrence on se fait un ciné. Je parle par rapport à la rédaction. Alors nous, dans la rédaction, c'est vrai que ça va dépendre des sujets et c'est vrai que des fois en fait, ce qui est regrettable et à la fois le n'est pas, c'est des fois on va quand même pas mal discuter de certains sujets. Enfin, on a des discussions, tu vois, où on va blagouner sur l'actualité, sur ce qui s'est passé et du coup il y a toujours une espèce de dynamique en fait, assez joviale et assez sympathique qui se crée et des fois on va se mettre à aborder, oui, effectivement des points sur certains films. Après ce qui peut être, des fois embarrassant, c'est que ça va pas forcément être l'intégralité de la rédaction qui s'en mêle. Bon après, c'est selon les disponibilités de chacun, parce que quand on se met à parler d'un sujet, c'est spontané. Mais tu vas avoir un petit groupe de 3-4 personnes qui vont effectivement se mettre à débattre. Après, moi, j'ai des discussions en privé aussi avec les rédacteurs, tu vois, quand ils écrivent des trucs. Je vais pas. Déjà, la première chose à faire, surtout, c'est de jamais valider un article. Enfin, ça peut arriver des fois quand on n'a pas grand-chose à dire dessus, mais valider un article juste comme ça en mode c'est bon, c'est relu, ça passe en public, ça m'intéresse pas immensément. J'aime venir discuter avec la personne qui l'a écrit en lui disant soit ton article était chouette, bon, j'ai pas grand chose à dire, soit discuter de certains points et rebondir dessus. Et si j'ai vu le film, pourquoi pas en parler? Voilà. Et ça, je sais que ça se fait pas mal. Bon, après, l'avantage dans cette rédaction-là, c'est que déjà, il y a des personnes que j'ai invitées aussi après à discuter dans le podcast. Il y en a 2 qui étaient des membres officiels aussi du podcast, tu vois, qui étaient vraiment des membres très réguliers avec qui on parlait beaucoup. Donc, c'est des personnes avec qui j'ai une dynamique de discussion qui est très prononcée. Et à part ceux qui malheureusement sont pas sur Paris, mais quand ils viennent, on se voit, je vais au cinéma avec toutes ces personnes en fait, très régulièrement. Je les vois au moins 1 à 2 fois par semaine, on fait nos séances ensemble en fait. Donc quoi qu'il arrive, la dynamique se fait toujours, que ce soit à l'oral, par l'écrit. On fait souvent des visios aussi de rédaction, des fois pour discuter de certains sujets, des fois on fait juste un apéro ciné où tu vas avoir un quart d'heure de vanne et ensuite on va se mettre à vraiment parler de ce qui nous meut en ce moment. Et on a, alors c'est pas officiel, des projets justement de peut-être créer des dynamiques de rédaction qui seront à but offerte à notre public
et qui justement entrerait dans ce genre de choses-là. Je ne sais pas si ce sera des articles communs ou même des discussions audio qui seront données ou d'autres choses. En tout cas, il y a des choses qu'on a essayé de penser qui peuvent donner un aspect plus la rédaction en fait s'exprime sur un sujet. Alors, il y a aussi un aspect important dans la critique du cinéma, on en parle très peu, mais c'est très très important, c'est l'économie. Par rapport au site On suit un ciné, comment cela se passe l'économie de ce site? Est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ce site soit, comment dire, est-ce que vous arrivez à en vivre? Est-ce que vous arrivez à faire que le site soit stable économiquement parlant? Surtout aujourd'hui, c'est pas évident. Comment ça s'organise? On fait rien du tout. On n'en vit pas spécialement. Ce qu'on fait, non, on partage les frais d'hébergement du site et d'archivage. Et ça, voilà, on a comme un accord à chaque fois, hein, tu vois. Bon, ce qui fait que ça ne coûte strictement rien à personne, puisqu'on divise ça par tous les membres de la rédaction, on est 14, tu vois, donc ça ne revient pas à grand-chose. Après, il a été envisagé, je sais que Margot nous en avait parlé, de potentiellement penser à des solutions de monétisation pour voir ce que ça pouvait donner. Elle attendait qu'on franchisse certains paliers, je crois, quand même, avant de lancer ça. Et ça s'était pas rediscuté, sachant qu'on avait envisagé ça aussi pour le webzine, donc le bimensuel qu'on sort de temps en temps, quand on le sort en bimensuel, et de proposer un format physique pour ça, pas juste un format internet, et qui serait passé soit premièrement par des campagnes, tu vois, peut-être de participation, justement pour pouvoir permettre aux gens de financer l'action et de leur offrir le magazine en conséquence. Mais pour l'instant, ça s'est pas trop déclaré, puisque vu que, et ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, on change souvent les termes en fait de ce qu'on fait. Donc voilà, avant, quand on avait lancé le bimensuel, on parlait surtout d'actualité. Donc on faisait des dossiers liés aux sorties du moment. Puis après, on s'est dit qu'on voulait faire des choses plus intemporelles et qu'on avait le site pour parler d'actualité, qui est plus direct, tu peux cliquer sur ce que tu veux, alors que là, tu dois quand même ouvrir un magazine qui est daté. Et donc on s'est dit non, qu'on allait créer plutôt des thématiques plus intemporelles. Donc là, on est sur cette formule-là. Et on attend d'avoir quelques numéros avant de réfléchir à comment monétiser ça. Mais pareil, pour le site, ça peut passer par de l'annonce, ça peut passer par plein de choses, mais il faut trouver évidemment des choses qui déjà soient éthiques, ce qui n'est pas toujours simple. Et voilà, ça a été en réflexion, c'est dans les tuyaux, mais ça n'a pas été un sujet très sérieusement abordé pour l'instant. Ah bah tiens, tu parlais de la question éthique. Moi, ça m'intéresserait de savoir un peu ton rapport, pas forcément la position, mais le fait qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il y ait des termes, qu'il y ait une banalisation de certains mots, qu'il y ait des choses qui évoluent, et c'est tant mieux, mais que parfois on refuse cette évolution. Je pense par exemple à tout ce qui est cancel culture, tout ce qui est woke, qui sont utilisés, des termes qui sont utilisés finalement à mauvais escient, dans le sens où le sens premier de ces termes-là n'est même pas utilisé. Enfin, c'est très très bizarre, très douteux même parfois, parce que je pense que ça fait partie aussi de la manière qu'on a, enfin, en général, comment on regarde les films. C'est-à-dire que on ne regarde plus forcément les films, on essaie de regarder ce qu'il y a, les coulisses, ce qu'il y a autour du film. Et parfois, ça peut être déroutant. Comment un critique du cinéma comme toi, aujourd'hui, en 2022, voit tout ça? Alors, pour juste répondre sur les deux termes en question, tu vois, cancel culture et woke, c'est marrant parce que c'est bien de les mettre dans le même panier, parce que pour moi, ça, ce sont des fantasmes, en fait. Et ce sont des fantasmes, comment dire, négatifs par des personnes qui ont juste peur de perdre un certain prestige et une certaine position. Quand on parle de cancel culture, où tu as des gens qui sont persuadés qu'il y a des collectifs de personnes qui sont là pour tout cramer et pour faire disparaître ce qui les dérange, c'est pas du tout le cas. C'est juste un questionnement sur une recontextualisation des œuvres, et c'est pas inintéressant. Tu as réexpliqué que certaines œuvres ont été écrites dans un contexte où, ouais, certaines notions n'étaient pas forcément acquises, et des trucs qui sont censés être acquis aujourd'hui, comme le racisme et le sexisme, par exemple, ça me semble assez logique. Et on peut pas qualifier ça de cancel culture. Enfin, le problème, c'est que le terme retiré est très fort et très grave. Et surtout, ça n'a jamais été ce que ces personnes voulaient. Pour ce sujet-là, moi, là, ce que je t'invite à regarder, parce qu'elle en parle bien mieux que moi, et que là, tout de suite, ces termes sont très intéressants. C'est Bon Chic, Bon Genre, Jessica, donc, qui fait partie aussi de la sororité, qui avait fait un thread pour expliquer justement en quoi la cancel culture était une idiotie assez profonde, et en quoi les représentations aussi sont importantes. Tu vois, quand il y en avait qui disaient, par exemple, que la cancel culture, c'est une bande de minorités qui considèrent qu'elles ne sont pas assez vues, et c'est honteux. Et du coup, elle avait expliqué que non, c'était tout à fait bien de questionner aussi la manière dont on les représente et dont on les a représentés au travers de l'histoire.
Et voilà, je trouve ça passionnant. Donc ça se trouve sur son fil Twitter. J'ai dit que tu tapes cancel culture et avec son arrobase dans la recherche, tu vas trouver ça. Elle répond bien à ça. Et pour ce qui est woke, en fait, c'est le même débat, quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, je veux dire, tu vois, ce que tu disais, le terme premier veut juste dire être réveillé. Donc, ça veut juste dire avoir conscience des disparités et des problèmes, en fait. Avoir conscience que, enfin, je sais pas, enfin, si on veut vulgariser le truc, avoir conscience que c'est pas logique qu'à Hollywood, une actrice, quand elle passe 35 ans, elle ne jouera plus rien jusqu'à ce qu'elle puisse jouer des grands-mères. C'est juste avoir conscience de la chose. Donc ça veut dire être woke. D'accord. Donc, est-ce que c'est grave, en fait? Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi on antagonise ce terme. Et s'il y a une énorme incompréhension de ça, et du coup, dès l'instant qu'un film essaye d'être juste sur ces débats-là, alors des fois, soit pour être dans l'air du temps, hein, tu vois, évidemment, quand t'as Disney qui te fait des représentations, tu vois, de personnes non genrées ou de personnes ayant des affiliations sexuelles différentes ou quoi que ce soit, on sait pertinemment comment ils fonctionnent et on sait très bien que c'est en grande partie pour opportunisme. Et après, ce qui compte, on s'en fout. L'essentiel, c'est que si, grâce à ça, c'est bien représenté et que ça rentre dans un imaginaire collectif comme une norme qu'il ne faut plus, envers laquelle il faut plus s'effrayer, moi, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Et voilà, qu'on qualifie ça du ah là là, c'est le wokisme, c'est pas bien, ça essaye de virer les gros hommes virils. Ouais, c'est toujours, tu sais, cette fameuse phrase merveilleuse que tu entends partout, c'est le fameux on peut plus rien dire. Et la réponse que j'ai à ça, c'est non, en fait, tu pouvais pas le dire avant. C'est juste que tu te le permettais, que personne te le disait, tu vois. Enfin, je veux dire, quand là, on a parlé tout à l'heure en off de ce cher Bébel, dont j'avais vu, tu vois, quelques films, parce que c'était quelqu'un dont je ne connaissais pas tant la filmographie, même la filmographie populaire. Et j'ai été assez surpris, même si bon, c'est une époque, c'est comme ça, de voir un côté très sexiste quand même dans ces films, tu vois, qui n'hésite pas à bien te ramener la femme au foyer en mode va faire la vaisselle, connasse, c'est là que ça se passe. Et j'étais là, ah ouais, c'est littéralement dit, c'est chaud. Et t'as des gens qui disent ouais, à l'époque on pouvait dire ça. Tu fais non, en fait, à l'époque on n'aurait pas dû avoir le droit de le dire. Le problème c'est qu'on se le permettait et que tout le monde s'en foutait. Et c'est pas normal en fait. Et c'est bien qu'aujourd'hui on mette ça en question. Ça veut pas forcément dire que le film est dégueulasse, qu'il est mauvais, il a d'autres qualités. Mais on peut tout à fait reprocher ça à ces œuvres-là en les recontextualisant, en disant que c'est pas si grave maintenant qu'on y réfléchit. Mais on peut se permettre de critiquer sans forcément détruire le film à mesure en disant vu qu'il y a ça, le film est pas bon. C'est assez absurde. Et j'ai l'impression, tu vois, pour répondre à ta question, parce que je sens que je divague un peu sur le sujet, qu'on a tellement besoin d'avoir une posture que du coup, ouais, si on a décidé que le truc était malsain, c'est pas bien. Et les films sont bien plus nuancés que ça. Il y a plein de choses intéressantes. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire, tu vois, quand il y a un film que je n'aime pas, par exemple, et que je me dis, tiens, vas-y, je suis un peu énervé, je vais le défoncer en critique. J'aime bien l'écrire mon truc un peu revanchard et le relire le lendemain et me dire, ok, par contre, une personne qui a aimé ce film, qu'est-ce qu'elle y a trouvé? Et est-ce que je peux le mettre dans ce que j'ai écrit? Est-ce que je trouverais ça pertinent de dire que certaines personnes pourraient, par exemple, apprécier ça sans que ça ne biaise mon avis? Et dans ce genre de cas, c'est intéressant de le faire, quoi. Alors, une dernière question un peu provocatrice, certainement, et qui est toujours dans cette... qui fait partie de l'aspect qu'est-ce que la critique de cinéma aujourd'hui, comment, tout ça. Je vais essayer de prendre deux choses. La presse écrite, donc ce qui se lit, ça peut être sur Internet ou la presse papier, la presse physique, et YouTube. J'ai cette impression qu'il y a des aspects du film qui sont pas forcément sont pas forcément sensibles à la presse écrite que sur YouTube. Par exemple, quand on apprend que telle grande figure, je ne sais pas, on va donner comme exemple, tel grand super-héros, finalement, qu'on a toujours connu comme étant blanc, et ben il va être joué par un acteur noir. C'est le branle-bas de combat sur YouTube. C'est-à-dire que même parfois, ça frise même la conditionnelle, c'est-à-dire que parfois, on est à la limite du racisme. Et d'un côté, je lis dans la presse écrite que c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse, à part quelques titres, hein, certainement. Mais on s'en fout, en fait. On attend le film. Et j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. J'ai parfois l'impression qu'on perd son temps sur ce genre de choses qui est plus de l'ordre du coulisse. Et limite, on s'en fout un peu. C'est plus important, c'est le film. Je vais te répondre par une autre question.
quel est le média qui fait, et ce sera aussi provocateur, ça va te plaire, c'est lequel des deux médias qui fait des critiques de bande-annonce? Ah, bah voilà, bah c'est YouTube. D'accord, ok. Parce qu'en Parce soi, que on parle un peu de ça. C'est un aspect, ouais, c'est un aspect polémique. Puis c'est un aspect s'inclure dans une polémique en plus. Et des fois, ça ne sait même pas de quoi ça parle. Et ça, c'est assez triste. Et tu as ce côté effervescence des réseaux qui te galvanisent en plus dans ce genre de cas. Je pense qu'en fait, dans la presse écrite, enfin, après, t'en as qui font des brèves. Hein, tu vois. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient dans notre rédaction, qui maintenant ne sont plus, qui sont mais omnibulées par les brèves, qui font 30 000. Nous, on fait aucune brève. On fait pas d'actu. On fait pas ça. Parce que ça nous intéresse pas, tu vois. La seule chose qu'on avait faite, on avait fait un constat sur les Césars, sur les Césars quand ça avait été présenté par Florence Foresti. Donc, je sais pas si c'était la oui, je me dernière. souviens. Non, l'avant-dernière, du coup. C'était il y a 2 ans, avec Polanski, Quasiment. avec Voilà, Polanski. ça, on a fait un constat parce que justement, Margot s'est sentie de le faire et elle m'a dit j'ai envie qu'on écrive un truc au nom de la rédaction. Donc, elle a écrit son article et on l'a tous revisité un petit peu et on a écrit quelque chose au nom de la rédaction, mais c'est pas vraiment une brève, plus qu'un coup de gueule actu, quoi. Mais on l'a pas écrit dans l'effervescence du truc, on l'a pas écrit genre dans la minute où c'était fait. Et ouais, quand on a ce genre de truc, alors même tu sais sur même par exemple sur la page du réseau social, nous tu vois Malo, notre community manager pour parler Startup Nation, il va faire les articles, les tweets, tu vois, sur les articles qui viennent de sortir. On va parler un peu d'actu. On a quelques petits partenariats avec des plateformes comme Ciné+, comme Univers Ciné. Donc, quand on s'aperçoit que dans les ajouts qu'ils vont faire, il y a des articles dont on a parlé, on va le sortir en disant regardez, sur machin, vous avez tel truc dont on a parlé à tel moment. On a tenté vite fait, tu vois, tout ce qui était les anniversaires de stars et tout ça. Bon, c'est très vite dirigé vers autre chose. Par contre, voilà, quand on a une actu intéressante, genre hier, on a parlé de La Clé, tu vois, le cinéma parisien là, qui est menacé de fermeture. Oui. Ça, on a fait une actu dessus et on va utiliser juste la page des réseaux sociaux pour le faire. Mais c'est clair que demain, on va pas dire oh machin a été casté, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, même si c'est vrai que ça génère de l'interaction, que ça te crée une communauté, ça va certes te faire réseauter. Nous, ça nous intéresse pas déjà parce qu'on se pose deux questions. Lui, est-ce que ça nous intéresse vraiment nous en tant que rédaction? Et moi, il arrive des fois que je vois, tu sais, dans certains articles, on parle de certains sujets, et j'envoie un message à la personne en disant t'as vraiment envie de parler de ça? Et on en réfléchit ensemble. Et il fait ouais, t'as raison, soit on retravaille, soit on retire. Parce que c'est un sujet polémique à 2 balles. Et enfin, c'est assez rare. Hein, où je me dis, quel est le genre de public qu'on va attirer avec ça? Je préfère, tu vois, maintenir peu de personnes, pas d'une manière élitiste, mais plutôt que juste attirer des gens qui seront là pour entendre le dernier buzz où j'ai rien à leur offrir, en fait. Et YouTube, il y a un côté instantané qui fait que tu peux être facilement dans la polémique. Mais tu vois, tu parlais de la référence à Michael B. Jordan, j'imagine, pour Superman, c'est ça? Enfin, moi je m'en fous, quoi. Tu vois, si je réfléchis à ça, tu me poses la question, je me dis, ok, Michael B. Jordan, je le considère comme un très bon acteur. J'ai envie de voir ce que ça va donner et pourquoi pas. Voyons voir. Nous, je pense qu'on est plus intéressé par le produit fini et si c'est pas bien, et si c'est pas logique, et si vraiment on sent qu'il y a un problème du fait qu'il est noir et qu'ils ont axé le scénario là-dessus et que ça colle pas et qu'ils essayent de faire quelque chose qui dénature totalement l'idée qu'on peut se faire de ça. Enfin, même si moi dénaturer l'idée de Superman, je m'en fous. Offrir une vision. Là, oui, on le dira en critique, tu vois, mais on fera pas ça sous le coup du buzz et de la polémique. On expliquera avec des arguments qu'on espérera sensés pourquoi l'objectif, enfin, pourquoi le film est raté. Enfin, ce sera plus, on parlera du film que c'est la faute du choix de casting. Et tu vois, c'est comme, enfin, on va citer le truc qui a fait tellement parler. C'est incompréhensible. Quand il y avait eu, par rapport à Mourir peut attendre, le buzz autour du ah là là, il y a une femme noire qui va être l'agent 007. Et du coup, tout le monde avait, enfin, tous ces provocateurs-là qui ont réussi à mener tout ça, alors certains sincèrement parce qu'ils n'ont rien compris, d'autres parce que vraiment ils voulaient provoquer et créer, tu vois, cette espèce d'effervescence, c'était une femme noire va être James Bond. Sauf que c'est jamais ce qui a été dit. Et une fois de plus, tu étais là, tu fais t'as un problème contre une femme agent? Ah non, j'ai aucun problème avec ça. T'as un problème contre une femme noire agent? Non, j'ai aucun problème avec ça. Donc, tu te rends compte que 07, c'est un matricule et que s'il le laisse, quelqu'un d'autre le prend. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà, et tu avais cette espèce de ah non, mais non, il est blanc, il est comme ça. Il fait mais on parle pas de James Bond, on parle d'un matricule. Qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Si jamais on décide de décliner la licence avec ce personnage-là, qui devient le matricule 007, et que c'est bien, et que les films sont bons, qu'est-ce que ça peut foutre? Parce que la plupart disent que c'est lié à une espèce de phénomène de mode aujourd'hui qui fait que on doit tout revisiter, tout changer, qu'il doit y avoir des quotas, etc. C'est ce qui j'entends, hein, c'est l'argument que j'entends. Mais c'est que dans une certaine mesure, c'est sûrement vrai. Mais après, en fait, il faut réfléchir à ce que ça va apporter, tu vois. Ça va apporter plus de représentation, ça va apporter plus d'équilibre. Et si c'est bien fait,
Une fois de plus, et évidemment qu'il y aura des films qui seront peut-être un peu plus opportunistes et qui le feront mal. Tu vois, on est sur le chaudron de tel, quoi, tu vois. Il y a deux films que tu vois, tu peux mettre, pour parler de cinéma récent, qu'on peut mettre en opposition. Bon, en plus, ils sont réalisés par des hommes, tu vois, donc ça montre en plus la façon dont c'est fait, et pas par des personnes qui sont concernées par le sujet. Et il y en a un qui a demandé à une femme d'être consultante, et du coup, c'est bien fait. Il y en a un autre qui en avait rien à foutre, et c'est pas très bien fait. Et les deux films, c'est Mad Max Fury Road, et un truc que toi comme moi on a oublié, hein, et Men in Black International. Mais je pense à deux scènes, c'est pour ça, tu vois, que je vais les citer. Dans Mad Max Fury Road, on veut te montrer que Furiosa est une femme forte, qui prend ses responsabilités, qui n'a pas besoin d'un homme pour l'aider, parce que, en même temps, elle aussi, elle vit dans cette espèce de fange et de merde depuis le début, donc pourquoi pas, en fait. Et la manière dont on va le montrer, c'est la façon dont on l'introduit. C'est Charlize Theron qui débarque, qui prend une espèce de clé de je ne sais combien, qui défonce la gueule de Tom Hardy au moment où il veut prendre la domination du plan. Et en fait, on la voit faire ces choses. Du coup, on n'a aucun doute sur ses capacités. Et c'est génial d'ailleurs qu'elle prenne totalement le lead du film, parce qu'en même temps, Max, il a eu 3 films. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, ça, je trouve ça bien écrit, c'est bien fait, c'est montré. Dans Men in Black International, je pense à une scène en particulier, c'est la scène où le personnage de Tessa Thompson veut conduire la voiture, et que tu as donc le personnage de Kristen Stewart qui lui fait non, c'est ma bagnole, donc c'est moi qui conduis. Et elle le regarde et fait c'est parce que je suis une femme, c'est parce que je suis noire. Et elle se sent obligée, tu vas d'énumérer ce qui dérange et ce qui fait qu'il doit la laisser conduire. Alors qu'elle pourrait juste prendre la clé et lui dire c'est moi qui conduis, assieds-toi et ta gueule. Et faites ça en fait. Je veux dire, si on me montre la chose, c'est bien. Si on l'a dit, tu sens qu'il y a un besoin de l'écrire dans le temps. Après, une fois de plus, ces films sont, certains sont faits par des mauvaises intentions par les producteurs, mais pas par les auteurs. Donc du coup, ils font de leur mieux. Et il y a des films qui ont besoin d'expliciter énormément, qu'ils font maladroitement. Mais je me dis, ça va aussi correspondre à un public qui a besoin de voir ça, qui a besoin de voir des gros sabots qui vont nous dire, ouais, maintenant, on va peut-être arrêter ce genre de conneries et on va accepter un peu plus de choses. Donc tu vois, oui, peut-être que ça correspond à une mode, parce que de toute façon, les représentations ont toujours correspondu aussi à l'ère du temps, à cette volonté de vouloir faire évoluer les choses. C'est des fois fait de manière hypocrite, mais l'essentiel, c'est que ce soit fait et que derrière, on retienne ces œuvres-là pour ce qu'elles auront apporté par la suite et les émules qu'elles auront créés. On parlait des Césars, t'as plein de gens qui accusent, par exemple, Adèle Haenel de s'être cassée par sensationnalisme parce qu'elle savait que la caméra allait capter son geste, que ça allait faire le buzz et que si elle n'avait pas envie de toute façon de venir, elle avait qu'à pas venir en premier lieu parce qu'elle savait que Polanski allait tout rafler. Je suis pas d'accord avec cette représentation. Je pense vraiment qu'il y a eu un choc et que beaucoup de gens ont cru que ça allait bien se passer et qu'elle est vraiment révoltée. J'y crois totalement. Mais j'ai envie de répondre à ces gens-là, et quand bien même, en fait. Parce que l'essentiel, c'est que les gens vont retenir le geste et vont retenir qu'il ne s'est pas rien passé. Donc même si jamais c'était calculé, c'est pas grave. Ça fait chier, ça me ferait chier, tu vois, dans le fond. Parce que je serais triste de me dire que merde, c'était prévu et ça a été pas fait sur l'effervescence du moment, ce qui moi j'ai beaucoup apprécié voir, et je me suis dit, c'est cool, elle s'est levée, go quoi. Mais l'essentiel, c'est que le geste soit passé, c'est que le message soit passé, quoi. Donc de toute façon, ça va dans le même sens au final. Donc même si ça peut être fait maladroitement et pas toujours pour les bonnes raisons, il faut que certaines choses passent, il faut que certaines choses soient acquises. Et quand tu vois des gens qui hurlent sur des sujets qui sont ridicules et que tu les vois hurler au wokisme, hurler à tout ça, alors qu'ils savent pas de quoi ils parlent et qu'ils sont juste en train de défendre leur bout de terre alors qu'on est en train de te dire ça va rien changer à ta vie, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, quoi. Thierry de Pincin, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à mes questions. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez les liens qui enverront directement à la bobine hurlante et à la revue de cinéma online, comme on dit, on se fait un ciné. C'était en tout cas un plaisir de discuter avec toi. Et puis j'espère te revoir sur YouTube pour d'autres collaborations en tout cas. Ça devrait aller. Générique, c'est parti. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.